Les papillons sont des insectes, plus précisément des lépidoptères. Et pourtant, nous les aimons beaucoup. Il paraît même que ce sont nos animaux préférés, toutes espèces confondues. C'est surtout leur forme adulte qui nous émerveille. Ils nous attirent moins au stade de chenille ou de chrysalide, alors qu'il s'agit bien d'une seule et même créature. Séduisants ou pas, les 2/3 de nos lépidoptères sont en danger, certains même menacés d'extinction. Menacés par qui? Par quoi? Et d'ailleurs, comment vivent-ils, nos papillons? Certains papillons vivent à proximité des hommes, non pour se faire admirer, mais simplement parce qu'ils ont besoin d'un abri où hiverner. Un vulcain, réfugié dans une grange. Cela n'existait pas autrefois. Pour les papillons aussi, le monde a changé. Le printemps est là, et ce singulier locataire veut sortir étancher sa soif. Dehors, c'est bien là où brille la lumière. Mais comment sortir? Le plus sûr des gîtes peut se transformer en piège mortel. Finalement, c'est gagné. Le vulcain part pour 1 an, au-devant de multiples aventures, tour à tour gaies et tristes. Un bon abri pour papillons ne se décèle pas souvent au premier regard. Ce prunelier aux milliers de boutons en est un bon exemple. Mais en fait, ces fleurs n'intéressent pas l'espèce qui éclot ici. Ce sont des papillons de nuit qui volent également le jour. Celui-ci sort de sa chrysalide et cherche un bon endroit pour faire sécher ses ailes. C'est un petit paon de nuit. Un mâle, reconnaissable à ses grosses antennes plumeuses. D'autres cocons, légèrement plus gros, sont collés aux branches du même prunelier. De ces cocons sortent un peu plus tard ce que le petit paon de nuit mâle attendait. Une femelle. Ses antennes sont filiformes et moins performantes. En revanche, elle possède à l'extrémité de l'abdomen une arme de séduction absolue. Des glandes qui distillent des phéromones aphrodisiaques. Les mâles les repèrent grâce à leurs antennes, même à 2 km de distance, et suivent la piste odorante. En voici un autre. C'est maintenant ou jamais. Car au stade adulte, les pièces buccales des petits paons de nuit sont atrophiées et ne leur permettent plus de s'alimenter. Cela leur laisse tout juste le temps de s'accoupler avant de mourir d'épuisement. Le paon du jour n'est pas de la même famille que le petit paon de nuit. Et au contraire de ce dernier, il ne fréquente les pruneliers que pour s'y désaltérer. Dans l'abdomen de la femelle fécondée, la maturation des œufs a commencé. À la différence des mâles, les femelles du petit paon de nuit ne s'activent que le soir. Et c'est dans l'obscurité, non loin de l'endroit où elles se sont accouplées, qu'elles pondent quelques douzaines d'œufs. Chaque saison a ses espèces caractéristiques. Un de nos papillons diurnes préférés grandit dans un environnement qui peut surprendre, les landes et les marais. Le papillon citron, qui fréquente si volontiers nos jardins, ne se reproduit qu'en milieu humide. Comme bien d'autres papillons mâles,
le citron évince les éventuels rivaux de son territoire à la saison des amours. Et avec une telle détermination qu'il lui arrive de se tromper de cible. Ce petit argus vert ne lui fait aucune concurrence, mais il est pourchassé quand même. Sa partenaire, aux ailes d'un jaune presque blanc, est en train de pondre. Elle a choisi comme arbuste une bourdaine, la plante dont ses chenilles raffolent. Sans les marais et les zones humides qui s'étendent à la lisière de certaines forêts, ce messager du printemps serait encore plus rare dans nos villes et nos campagnes. De cet œuf au blond est sortie une chenille de papillon citron qui rampe aussitôt jusqu'aux feuilles toutes fraîches de la bourdaine. Elle a un appétit féroce. Il est vrai qu'elle ne dispose que de 4 semaines pour multiplier son poids par 2000 avant de se transformer en chrysalide. Quand elle a besoin d'une pause, la chenille s'immobilise sur la nervure centrale d'une feuille. Ainsi, elle fait peu d'ombre et passe inaperçue aux yeux de ses prédateurs. Dans tous les biotopes pousse une grande variété de végétaux. Et rares sont les plantes qui ne sont pas l'hôte privilégié d'au moins une espèce de papillon. À l'orée humide de nombreuses forêts s'épanouissent des touffes d'orties. Leurs jeunes feuilles font des soupes délicieuses et très diététiques. Acides organiques, huiles essentielles, vitamines, potassium, calcium, on trouve tout cela dans les feuilles d'ortie. Autant d'éléments indispensables pour la croissance des chenilles du pan du jour. Celles-ci forment des colonies qui broutent les feuilles d'ortie jusqu'à n'en laisser que les nervures. Non loin de là, un œil intéressé les observe. L'effet de groupe est censé être dissuasif. Il n'en attire pas moins l'attention. Cette fauvette épervière a pioché dans la colonie de chenilles de pan du jour de quoi nourrir ses oisillons. Le vulcain a besoin, lui aussi, des orties pour accomplir son cycle de vie. Cette femelle que nous avons vue sortir de la grange vient de déposer un œuf sur une feuille. 10 jours plus tard, la chenille du vulcain est prête à éclore. Sitôt sortie, elle entreprend de se tisser un abri sur la feuille même qu'il a vue naître. Quand une chenille s'attaque à une plante, les vibrations qu'elle émet en mâchonnant sont perçues par les plantes voisines. Ainsi prévenues, elles produiront une substance chimique d'autodéfense lorsqu'elles seront assaillies à leur tour. Une fois repue, peu avant de devenir chrysalide, la chenille du vulcain se fabrique une petite loge individuelle à l'abri de la convoitise des oiseaux. Pour cela, elle replie autour d'elle les bords d'une feuille qu'elle coud avec du fil de soie sécrété par ses glandes labiales. Enfin, la chenille mue une dernière fois pour se transformer en chrysalide. 11 jours durant, jusqu'à ce que l'imago se libère, elle restera suspendue, parfaitement immobile.
Il existe une troisième espèce de papillon dont les chenilles se gavent exclusivement de feuilles d'ortie et opèrent leur métamorphose sur cette même plante. La petite tortue. Quelques heures plus tard, la chrysalide a durci et pris un aspect métallique. La petite tortue, le paon du jour et le vulcain sont des espèces très répandues, justement parce qu'elles se sont spécialisées dans cette plante robuste qu'est l'ortie. Alors, ne fauchons pas les orties plus que de raison. Contrairement aux chenilles, les papillons sous leur forme adulte n'ont aucune plante de prédilection. Ils vouent une égale passion à toutes les fleurs de nos jardins. Ce nymphaalidé, par exemple, qu'on appelle le carte géographique. Il apprécie toutes sortes de nectars, tout comme la belle dame, un migrateur qui hiverne en Afrique. Et bien sûr notre vulcain, qui a longtemps migré lui aussi vers les régions méditerranéennes, mais qui tente aujourd'hui à passer l'hiver plus au nord. Le morosphinx, de la famille des sphingidae, est un papillon de nuit, même s'il aime voler sous le soleil. Le sphinx fusiforme, qui ressemble encore plus à un colibri, est moins fréquent dans nos jardins. Un autre sphingidae recherche la proximité des hommes, en particulier des apiculteurs. Car nos parterres de fleurs n'intéressent pas le sphinx tête de mort. Il est davantage attiré par l'odeur douceâtre provenant des ruches. Mais comment atteindre les rayons de miel défendus par ces milliers d'abeilles? Le sphinx tête de mort, l'un des papillons les plus gros et les plus lourds au monde, entre carrément dans la ruche. Et la magie de la chimie fait le reste. Pourquoi les abeilles le laissent-elles entrer? Parce que le sphinx tête de mort a un camouflage olfactif. Il imite l'odeur des abeilles mellifères. Acide palmitoléique, palmitique, stéarique, oléique sont les ingrédients de ce cocktail sensoriel grâce auquel il se fait passer pour une abeille. La cape d'invisibilité chimique n'est pas la seule arme de ce voleur de miel. Si sa trompe est trop courte pour puiser du nectar dans les fleurs, elle est assez solide pour percer les opercules des alvéoles de la ruche. Tout en se régalant, cette femelle fait vrombir ses ailes pour chasser les abeilles qui s'entêtent à défendre leur production. Après une courte pause, elle quittera la chaleur de la ruche pour aller chercher un endroit où pondre ses œufs.